Et je sais pas, alors ça, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que je me demande, est-ce que Louis XVI n'avait pas comme défaut de vouloir être aimé du peuple? La France de 1789 ne souhaitait pas renverser le roi, ne souhaitait pas renverser la monarchie, elle voulait une monarchie constitutionnelle. Le roi a été éduqué dans les idées de la Révolution. La légende noire de Louis XVI, c'est que c'est un gros bonnet un peu idiot, très faible. C'est évidemment complètement faux. Et là, moi, pour le coup, je pense que la République est le bon système aujourd'hui pour la France. C'est là où j'aurais un avis divergent du cours de Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anecdotes Royales. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'inédit avec Frédéric de Natal. C'est une interview croisée entre Monseigneur le Prince Jean d'Orléans et le Prince Joachim Murat. Vous pouvez retrouver le sous-titrage de la vidéo en français et en anglais dans les réglages juste ici. Cette interview a été réalisée via Zoom pour des raisons de praticité. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne interview inédite et remercier Monseigneur le Prince Jean d'Orléans et le Prince Joachim Murat. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bonjour, merci de recevoir Anecdotes Royales pour cet entretien exclusif qui va être consacré à Louis XVI et à la Révolution. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vais vous présenter. Sur ma droite, nous avons le prince Jean d'Orléans, actuel comte de Paris, chef de la maison royale de France et qui serait le roi de France sous le nom de Jean IV, si nous étions encore une monarchie, puisque c'est le descendant direct de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français. Sur ma gauche, nous avons le prince Joachim Murat, descendant du maréchal du Premier Empire du même nom et de Caroline Bonaparte, à ce titre donc membre de la famille impériale Napoléon, héritier au trône de Naples et également arrière-petit-neveu de Napoléon Ier. Alors pour l'ironie de la généalogie, il se trouve que vous êtes tous les deux cousins. Et oui. Monseigneur, je vais donc vous poser la première question qui vous concerne à plus d'un regard, puisque vous êtes papa d'un petit prince prénommé Alphonse, né il y a quelques jours. Et justement, Louis XVI, alors on connaît ce personnage indissociable de l'histoire de la Révolution française. On connaît aussi le souverain absolu qu'il a été, mais très peu l'époux et le père de famille. Et ma question est donc la suivante. Qui était-il en réalité dans l'intimité cloisonnée du château de Versailles? C'est une question à laquelle il est à la fois difficile de répondre parce qu'on n'était pas dans cette intimité, mais on peut, voilà, on a quelques éléments pour pouvoir dire que c'était un père attaché à ses enfants et un mari aimant, comme sont les pères de famille quand ils ont des enfants. Alors évidemment, il avait la responsabilité qui était la sienne et donc il avait un rythme de vie assez chargé, même si on a fait croire qu'il était toujours à la chasse, ce qui est loin d'être le cas. En dehors de la vie du monarque, il y avait bien sûr à la fois le matin et le soir et sans doute au cours de la journée un certain nombre de temps qui lui permettait d'être là avec son épouse et avec ses enfants dont il s'occupait bien et avec lesquels il était en relation, je dirais, forte et régulière. De votre côté, Prince Murat, vous êtes le descendant, comme Frédéric de Natal nous l'a rappelé, de Joachim Murat, futur maréchal de l'Empire, et de Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon Ier. Et alors, on le sait peu, mais votre ancêtre fut un garde constitutionnel de ce dernier monarque dit d'Ancien Régime. Et alors, j'aimerais savoir quel a été son regard par rapport aux événements qui vont se succéder jusqu'à la chute de la monarchie. Alors oui, non, c'est exact. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être en présence de Monseigneur le comte de Paris à l'avant-veille de cette grande date de commémoration pour la France et les Français, qui est le 21 janvier. Alors Murat, Murat était effectivement dans la garde constitutionnelle du roi Louis XVI. C'est assez piquant. Murat était dans la famille de Murat était une famille de petits notables qui venaient juste de sortir un petit peu de la paysannerie, mais qui en étaient bien sortis et qui donc étaient très proches de toute la petite aristocratie locale du Quercy et qui donc toute la famille de Murat était très royaliste en fait. Et Murat est apparu un petit peu comme le vilain petit canard de la famille, et notamment il s'est fâché de façon assez forte avec ses parents et notamment avec son père sur ses choix révolutionnaires. Donc Murat lui est un révolutionnaire, épouse les idées de la révolution, il épouse complètement ces idées d'émancipation, d'égalité. On va y revenir j'imagine sur ce que représente la révolution dans l'évolution de ce pays. Et surtout que Murat avait à l'époque
connu, vous savez, cette espèce de plafond de verre qui était dans l'armée, le fait que de façon générale, pour devenir officier, il fallait être aristocrate, et Murat n'était absolument pas aristocrate, donc n'a jamais réussi à dépasser un certain grade, ça l'énervait beaucoup. Donc voilà. Mais donc Murat était un révolutionnaire au sens où il était partisan d'une monarchie libérale constitutionnelle, comme tous les révolutionnaires de l'époque. L'arrivée de la République, c'est quelque chose qui s'est fait de façon un peu, je dirais pas accidentelle, mais disons très précipitée. Alors, justement, cette Révolution française, hein, vous savez, on dit que l'histoire, elle est faite par les vainqueurs. Monseigneur, on a souvent caricaturé Louis XVI comme un monarque très faible, son épouse Marie-Antoinette comme une folle dépensière, une image qui perdure d'ailleurs encore malgré eux. Mais réellement, qu'est-ce qu'on doit retenir de positif du règne de Louis XVI qui s'est déroulé entre 1774 et 1792? Le roi a fait un certain nombre de réformes qui ont tenu ensuite et qui sont restées fortes, notamment sur les aspects sociaux. C'était un roi qui était très proche à la fois très proche des populations, qui s'est toujours, comment dire, mis en situation lorsqu'il y avait de la pénurie. On voit un certain nombre de représentations fortes où on le voit donner l'aumône dans des périodes de famine importantes. On sait aussi, par exemple, sur la question du blé, on le sait peut-être un peu moins, mais sur la question du blé, le prix du blé n'arrivait qu'une fois, et l'offre du marché, offre et demande, n'arrivait une fois que les ménages étaient servis en blé. C'est-à-dire que il y avait une préférence donnée au ménage de se servir, voilà, de se servir en blé pour pouvoir faire son pain. Et après, le blé était sur le marché, et la loi de l'offre et de la demande en déterminait le prix. Mais je dirais, la ménagère n'était pas, au bon sens du terme, elle n'était pas soumise à cette contrainte que pouvaient avoir ensuite les négociants en blé. Donc il y a un certain nombre d'éléments sociaux de ce gabarit ou de cette ampleur qui était mise en place par le roi à ce moment-là. Et alors, selon vous, Prince Murat, que doit-on retenir de positif du règne de Louis XVI? C'est exactement ce que disait le comte de Paris, c'est qu'en fait le principal, c'est que Louis XVI a toujours été un roi qui s'inscrit dans la tradition de tous les rois de France, hein, qui est là pour protéger son peuple contre des puissants ou des possédants qui auraient tendance à abuser un petit peu de la situation. Et typiquement, le fait que sur les marchés à blé, la police était là pour vérifier que c'était les ménages qui se servaient en premier en blé, ensuite les restaurateurs et ensuite les marchands. Donc ça, c'est que, imaginez aujourd'hui, c'est impensable. Et les corporations. Qui est l'équivalent des syndicats aujourd'hui, qui ont été détruites par la loi Chapelier de la Révolution française. La Révolution a mis fin aux corporations. Les corporations, ça permettait à des groupements professionnels, alors les restaurateurs de tel endroit à tel moment avaient tels accords de corporation, d'avoir des systèmes de santé, d'avoir des systèmes de retraite, d'avoir des systèmes... Donc ça existait, l'État-providence à cette époque-là. Il était beaucoup plus proche des considérations locales parce qu'il n'y avait pas cette idée générale de mettre tout le monde au même niveau à chaque fois. C'était très adapté au niveau local. Et Louis XVI, on lui doit, alors moi, quelque chose que je trouve assez magique, c'est une passion pour la marine. Il a fait de la France la plus grande marine du monde. Vous savez que sous Louis XVI, la marine française a dépassé la marine anglaise, et en plus l'a humilié aux États-Unis. Donc toutes les grandes victoires américaines sont des victoires essentiellement navales. Et ça c'est Louis XVI. Ensuite, la Révolution qui va décapiter et faire fuir les aristocrates va faire partir tous les officiers de marine. Et un officier de marine, c'est aussi un ingénieur. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas s'improviser. Donc on s'est retrouvé avec une marine française qui n'avait plus les compétences. Donc on a eu beaucoup de mal à relever une marine. Aujourd'hui la marine est très bonne, mais on a eu un creux comme ça. Et il était passionné d'expédition. Il avait envoyé, c'était la Pérouse. La Pérouse. Et d'ailleurs, c'est son dernier mot avant de mourir, hein, quand il monte à l'échafaud. A-t-on des nouvelles de la Pérouse?
Extraordinaire. Et donc, c'est ainsi que nous entrons de plein pied dans cette Révolution française. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, hein, officiellement. Cela signe le début de la Révolution. Moi, ce que j'aurais voulu souhaiter savoir, monseigneur, c'est, selon vous, quelles sont les erreurs que le roi a faites et qu'il aurait dû véritablement éviter? On lit ça assez régulièrement dans un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui, par exemple celui de Petit-Fils, où on s'aperçoit que le roi a été éduqué dans les idées de la Révolution. Donc, il est rentré de plein pied dans dans ce changement, peut-être en étant un peu trop suiveur et pas comme il faut dans ces moments-là d'être précurseur. Souvent, quand on doit faire face à des événements de ce type, si on ne suit que le mouvement, on a un peu de mal à en déterminer peut-être les orientations et les conséquences. Ça, c'est le premier point. Peut-être d'un point de vue de l'autorité, ce qui a été un élément déclencheur, c'est d'avoir laissé les gardes suisses se faire massacrer aux Tuileries. Je pense que là, il aurait dû dire non, un peu comme aurait fait un Henri III avec les marchands de Paris à son époque, un peu voilà comme d'autres rois ont fait précédemment. Mais ça, c'est peut-être aussi une constante des Bourbons, c'est de dire on va pas faire couler le sang des Français de façon inutile. Et ça a été aussi la difficulté de Louis-Philippe. Ça, c'est un autre élément. Un troisième élément, c'est peut-être le retour des parlements par rapport au combat qu'avait mené Louis XV justement dans l'échange avec les parlements, des parlements qui avaient perdu de vue leur rôle de service des populations pour des questions fiscales et financières. Et puis le dernier élément, ça a été la problématique financière dans la guerre des États-Unis, d'avoir finalement investi tellement dans ce combat sans récupérer l'investissement financier qui avait été fait et sur lequel ensuite l'Angleterre et la Révolution s'est appuyé pour renforcer son action. Et donc Prince Murat, vous l'avez dit au début de cette interview, votre ancêtre a été un révolutionnaire, et donc pour rebondir peut-être sur les mots du comte de Paris, est-ce qu'effectivement Louis XVI aurait dû éviter ces erreurs? Alors je ne me sens pas autorisé à parler d'erreurs en ce qui concerne le roi Louis XVI. De mon petit niveau à moi, si vous voulez, Louis XVI hérite d'une situation, Jean le rappelait très bien, qui est pas de son fait, qui est le pays est ruiné. Le pays est complètement ruiné. C'est-à-dire qu'en fait, Louis XV a perdu la guerre de 7 ans, il a perdu toutes les colonies. Hein. Il faut savoir que tout l'empire français a disparu. Vous savez que c'est pas. On a souvent dit que c'était Bonaparte qui avait vendu la Louisiane. C'est en fait Louis XV qui l'a perdu. Bonaparte la rachète et la revend. Donc Louis XVI se retrouve avec un pays dont les finances sont totalement exsangues et dont le système fiscal fait que les grands propriétaires, et notamment les aristocrates, ne payent pas d'impôts. Donc il va réunir les États généraux justement pour élargir l'assiette fiscale et obtenir que les aristocrates et le clergé commencent à payer un impôt. Ça n'a pas manifestement, de fait, ça n'a pas réussi. Hein. Et la volonté de Louis XVI a toujours été de protéger son peuple. La volonté de Louis XVI a toujours été d'éviter que la couronne de France soit entachée du sang des Français. D'ailleurs, il le dit dans une très jolie phrase. Et s'il y a une erreur, mais peut-on considérer ça comme une erreur, c'est qu'effectivement, il refuse de faire tirer sur le peuple. Il refuse de faire tirer sur la foule. Je crois qu'il a pas forcément très bien saisi l'appétit de l'époque pour une monarchie constitutionnelle parlementaire. Je pense que ça, c'est quelque chose où il est plus dans une logique de monarchie absolue. Il se sent comme capable de protéger son peuple plus s'il est monarque absolu que s'il est forcé de céder des pans de pouvoir au Parlement, dont il sait que le Parlement va agir d'abord dans ses intérêts privés et pas dans les intérêts du peuple, comme le rappelait très justement Jean c'est ce qu'il avait constaté. Donc là, voilà, s'il avait fait tirer sur le peuple, je pense qu'effectivement, on serait dans une monarchie constitutionnelle aujourd'hui, on ne serait pas il n'y aurait probablement pas eu de république en France. Pourquoi? Parce que les ultras enragés de la révolution, disons pas les enragés d'ailleurs, le parti
ultralibérales que sont les grands bourgeois qui veulent sauver leur rente en utilisant des quais, en utilisant Turgot, etc., aurait eu peur d'aller trop loin et aurait respecté l'autorité du roi. Donc là, il a pas fait tirer sur la population. Il a laissé se faire massacrer les gardes suisses. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte sera témoin de ce massacre et on sera infiniment choqué parce qu'il y a eu enfin, ça a été épouvantable. Hein. Il y a des épisodes de cannibalisme. Enfin, c'est complètement délirant hein, ce qui s'est passé aux Tuileries. Le déchaînement de sauvagerie, de violence et de barbarie à ce moment-là est sans limite. Voilà, je dirais qu'en fait, s'il y a une erreur de Louis XVI, voilà, c'est un manque de cynisme et un manque de dureté. Hein, il faut pas faut pas se méprendre sur ce qu'on dit quand on dit tirer sur le peuple. C'est pas la question de tirer sur les gens, c'est de se défendre. Oui, c'est ça. Là, c'était vraiment c'est pas donner la capacité aux gardes suisses de se défendre et c'est pas voilà, c'est une sorte un modèle de légitime défense quelque part. Et on le voit dans la façon dont Petit-Fils évoque ces événements-là. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que voilà, il a pas trop envie parce que il a appris un peu ses évolutions avec ses professeurs, etc. Donc, et puis c'est pas voilà un foudre de l'autorité, je dirais, à un moment donné, voilà, ou du général qui dit bah maintenant voilà on tient la position. Et je sais pas, alors ça j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que je me demande est-ce que Louis XVI avait pas comme défaut de vouloir être aimé du peuple. Et quand on veut être aimé du peuple, c'est pas ce que doit faire en fait. Ça peut poser problème quand tu es souverain, parce que quand tu veux être aimé du peuple, regarde par exemple le président qui veut être aimé, finalement ça marche pas très bien. Quand on est à la tête d'un pays, on n'est pas là pour être sympathique. On est là pour il faut faire les choses voilà comme voilà. Je dirais il faut faire les choses qu'on doit faire. Et bon, alors ça peut paraître un peu froid, mais je pense que voilà, il y a peut-être eu une façon de mal se mettre au niveau de ce qu'était son rôle de prince qui a l'autorité. Eh bien, vous me faites un sacré pont puisque justement, on évoque ces gardes suisses qui sont tombés. On est le 10 août 1792. La monarchie prend fin. Elle était passée de l'absolutisme à une monarchie constitutionnelle. La question que je me pose justement, puisqu'on parle de roi qui se fait ou ne se fait pas aimer, est-ce que les Français de cette époque ont véritablement voulu ou étaient prêts à ce changement brutal de régime? Personne n'est prêt à des changements aussi brutaux. On l'a vu par la suite, et d'ailleurs, beaucoup en ont payé les conséquences. Par nature, on n'aime pas le changement. On voit ça dans les entreprises aujourd'hui, on voit ça dans les évolutions. Et puis le français est assez, alors je dis toujours monarchiste de cœur, républicain de raison, mais ils sont aussi peut-être conservateurs de cœur et progressistes de raison. Donc il y a toujours voilà, il y a toujours peut-être un entre-deux, mais entre le conservateur de cœur et le progressiste de raison, en fait, on n'aime pas, voilà, on aime bien quand c'est linéaire et on n'aime pas les changements brutaux et quel que soit l'âge, hein, on n'aime pas changer ses habitudes, on n'aime pas. Et puis là, quand même, on change de modèle en profondeur et avec une rapidité, et puis sans que bien sûr, la population participe dans les événements de la rue, mais dans ce qui se trame vraiment sur le modèle de changement, c'est une élite révolutionnaire qui prend les choses en main. Donc et puis il y a comment dire, et puis ça se fait pas de la même façon dans toutes les régions. Le sud de la France, on en parlait avant l'entretien avec Joachim, le sud de la France est resté très monarchiste et catholique. Hein. Par exemple, Henri V, c'est le duc de Bordeaux. Donc, il y a là encore, et puis je le vois aujourd'hui aussi encore à Toulouse, et puis en Provence, il y a encore des mouvements attachés à la monarchie qui sont assez forts.
Donc voilà, c'était il y avait différentes et puis il y a certains qui n'ont pas accepté de basculer aussi vite. Hein. On a eu la Vendée et puis on a pu suivre ça avec le film qui est sorti, qui était vraiment très bien fait. Alors de votre point de vue, Prince Murat, êtes-vous d'avis à dire que les Français n'avaient pas vraiment voulu ce changement de régime? Et est-ce qu'une monarchie constitutionnelle après une monarchie absolue était une bonne idée, une nécessité salvatrice pour la France? Ce qu'on entend par changement de régime, est-ce qu'il voulait mettre fin à une dynastie au pouvoir? À mon humble avis, non. D'ailleurs, et même les initiateurs, même la BCIS, qui est un des initiateurs de tout ça, je pense, était favorable à l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Il y avait un appétit indiscutable, indéniable, documenté, vérifié, qui touchait alors là l'ensemble du pays, d'émancipation. C'est-à-dire que la société, c'est caricatural, ce que je vais vous dire. Vous gardez bien en tête que c'est très caricatural. Mais la société qu'on connaît à l'époque n'est pas une société de classe, c'est une société de caste. C'est-à-dire que pour accéder à certains emplois, notamment militaires ou autres, il faut être aristocrate. Donc il faut être né. Donc il y a un côté eugénique qui est une barrière à l'entrée, qui est tout simplement indépassable. Donc ça, si vous voulez, je pense que le peuple commence à être nourri des idées d'Alembert, de Diderot, de Voltaire, se dire pourquoi pas une méritocratie. Et une méritocratie qui ne serait pas sur la naissance. Donc en fait, passer d'une société de caste à une société de classe. Et c'est un petit peu ce que représente la Révolution française, c'est qu'on passe d'une société de caste à une société de classe, où effectivement les bourgeois prennent le pouvoir, parce que ce qui prend le pouvoir, c'est pour ça qu'on peut aussi se dire que la Révolution n'est pas achevée d'un point de vue idéologique. C'est que on remplace une aristocratie de naissance par une aristocratie, disons, de mérite, des affaires et de l'argent. Les trois. Il y a aussi l'aristocratie de mérite qui arrive. Et donc je pense qu'effectivement, enfin, c'est pas que je pense, ça on le sait, la France de 1789 ne souhaitait pas renverser le roi, ne souhaitait pas renverser la monarchie, elle voulait une monarchie constitutionnelle, elle voulait plus de liberté, elle voulait que les nobles payent l'impôt, elle voulait que, voilà. Mais elle voulait garder la dynastie, elle voulait garder un mouvement dynastique sur sa famille royale. Je pense qu'elle espérait que ça s'arrête sur les féodaux et sur les grands aristocrates. Ça s'est emballé. Et on est arrivé en République. Mais je crois que l'idée de la République est arrivée un peu c'était pas le projet initial de la Révolution. En effet, effectivement, c'est une série d'événements qui a mis fin à la monarchie, et quand on l'analyse de très près, on s'aperçoit comme ça que c'était pas du tout le but premier, en tout cas les révolutions se passant à Paris, puisque le pouvoir a été centralisé autour de cette ville. On voit bien que c'était un petit mouvement qui a profité à un moment donné de la faiblesse de la monarchie pour pouvoir renverser le régime et conduire le roi d'ailleurs devant les tribunaux. C'est assez inédit en France. Alors c'était déjà vu en Angleterre. Hein, Charles Ier avait fait les frais de la vindicte républicaine de Cromwell. Nous, eh bien, le 21 janvier 1793, la guillotine va mettre fin à la vie de Louis XVI. Monseigneur, je vous pose la question. Comme le président Emmanuel Macron il y a 8 ans, est-ce que vous pensez justement que la mort du roi reste un traumatisme dans le subconscient des Français dont ils ne se sont jamais remis? Alors, je le pense fortement. Je le pense fortement. Vous parliez de la brutalité tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'il y a de plus brutal dans le système politique. Quand quelqu'un est coupable, il y a une peine qui est proportionnée. Là, il y a la culpabilité. En fait, elle est purement idéologique. Donc, il n'y a pas une culpabilité de gens qui ont voilà d'un gouvernement ou d'un roi qui a mené les gens au massacre pour des questions personnelles, ou c'est vraiment quelque chose de l'ordre des idées. Et donc comme dirait Brassens, hein, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment d'une brutalité. Et il y avait dans la monarchie c'était la famille des familles. Donc il y avait la figure du père, la figure de celui qui veille, qui protège, et finalement on a du mal quelque part à retrouver un régime ou un système même social qui marche sur deux jambes. Et voilà, on trottine parce que voilà, il y a cet élément historique fort qui nous
voilà, qui nous a marqué. Et voilà, et je peux en parler parce que l'un de mes ancêtres était du mauvais côté. Donc voilà. Bien sûr, depuis, il y a eu un certain nombre de demandes de pardon à la fois de mon père. Donc voilà, on est passé à autre chose, mais voilà, même chez nous, on sent voilà, ce côté bancal et quelque part, on a scié un peu la branche sur laquelle on était assise et on aurait dû le faire de façon plus souple pour pouvoir être dans la continuité. Là, il y a une rupture. C'est jamais bon les ruptures politiques de cette envergure. Quant à vous, Prince Murat, êtes-vous d'accord avec les propos du président Emmanuel Macron? A-t-il eu raison de dire cela? Alors le fait il y a l'événement, le fait d'avoir décapité Louis XVI, parce que c'est évidemment, enfin, comme exécution, c'est exactement ce que disait le comte de Paris. C'est parfaitement injuste. En plus, ça a été fait avec un procès qui était une caricature de procès. Enfin, puis en plus, il y a le fait qu'on a décapité Louis XVI. Ensuite, on a décapité son épouse. On a fait subir un martyre absolument épouvantable à ses enfants et notamment à Louis XVII. Donc, on s'est comporté humainement de façon atroce avec cette famille. Donc ça, c'est une chose. Alors après, est-ce que c'est une culpabilité collective que portent tous les Français par rapport à la personne humaine de Louis, de Marie-Antoinette et de Louis? À chacun de voir, mais est-ce que dans l'inconscient collectif en tant que nation, c'est un choc au sens où l'explique le comte de Paris? Oui, parce que vous avez, on était à un changement de légitimité. Quand vous êtes à la tête d'un pays, il faut que vous soyez légitime à le diriger. Jusque-là, la légitimité, c'est sacré. La légitimité de Dieu, le roi représentait Dieu sur terre, il était le fils aîné de l'Église, hein. La France devient fille aînée de l'Église à la fin de la monarchie, hein. Le roi est fils aîné de l'Église jusqu'à Louis XVI était fils aîné de l'Église, et il est là pour protéger le peuple. Maintenant, c'est son rôle numéro 1. Il a le rôle paternel, c'est cet aspect paternaliste du roi de France contre des classes possédantes qui peuvent être les aristocrates, qui peuvent être les financiers, qui peuvent être la grande bourgeoisie, qui auraient peut-être tendance à abuser de leur pouvoir, et donc le roi est là pour protéger le peuple contre ça. Ça date de Saint-Louis, ça date qui rend la justice sous son chêne, aussi bien pour le grand féodal que pour le petit paysan. Donc c'est vraiment une vieille tradition française qui est cette tradition comme ça d'une forme d'état-providence incarné par un homme. Et cet homme est légitime parce qu'il est sacré. Or, on change de légitimité. On arrive vers une légitimité populaire. Alors comment est-ce qu'on explique la légitimité il faut que ce soit par élection, il faut que ce soit par la volonté du peuple. Et ça, logiquement, c'est ce qu'amenait en douceur une monarchie constitutionnelle. Là, la rupture est très forte. Donc, on va physiquement tuer la personne du roi. En tuant la personne du roi, on tue la personne de la monarchie. Et dans l'inconscient collectif français, à ce moment-là, je pense que le traumatisme a été énorme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les deux corps du roi. Et il a un corps qui représente la patrie, qui est l'incarnation du peuple et de la nation. Donc là, quand on décapite le peuple et la nation, c'est quand même très brutal pour l'immense majorité de la population. Donc ça a été une transition extrêmement violente. Mais on a eu une vingtaine d'années enfin il y a eu la période de la terreur qui a été une épouvante. Je sais qu'il y en a encore pour défendre le souvenir de Robespierre. Très bien, pourquoi pas. Moi personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de défendable chez Robespierre, hormis du fait qu'il était effectivement incorruptible. Mais enfin, ça ne veut pas tout ce qu'il y avait. On arrive en fait après la Révolution, après la mort de Louis XVI. Ça aurait pu se faire avec une monarchie constitutionnelle. Ça va se faire par des chaos répétés. Le consulat, l'empire, ensuite une restauration, ensuite à nouveau une république, ensuite à nouveau un empire, puis ensuite une république, parce que la rupture était très forte. Mais on va arriver à un équilibre entre un pays où on a besoin, un pays qui est intrinsèquement monarchique, il a besoin d'avoir une personne qui incarne le pays. Donc là, ça va devenir l'empereur à l'époque, mais qui va asseoir sa légitimité par plébiscite, donc par volonté populaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Napoléon commence à vraiment utiliser, et surtout Napoléon III, va utiliser le plébiscite au suffrage universel, et tout en le protégeant. C'est-à-dire que tous les acquis sociaux, notamment du Second Empire, sont très connus, hein, tous les acquis sociaux sur lesquels on vit datent du Second Empire, et du Conseil national de la résistance et de Charles de Gaulle, qui à nouveau a cet instinct d'une monarchie républicaine, où la personne du président est là pour protéger la population. Et les institutions sont là pour protéger la population, protéger le plus faible. Ça, c'est un héritage des chevaliers du Moyen-Âge. C'est la chevalerie, la protection des plus faibles. C'est un héritage de Philippe le Bel, c'est un héritage de Saint-Louis. Donc c'est cette logique française qui est un espèce d'équilibre très très difficile à obtenir
entre un État-providence, tout en libérant les énergies privées, tout en bloquant pas trop la liberté, tout en étant égalitariste. Ça, on passe d'une société de l'équité à une société de l'égalité. C'est des équilibres extrêmement difficiles à trouver et qui ont été trouvés dans la violence en ce qui nous concerne, parce qu'on a commencé par la mort du roi. Et là, c'est un traumatisme violent à l'époque, c'est certain. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est tellement inscrit dans l'inconscient collectif de tous les Français. Ce qui est inscrit dans l'inconscient collectif de tous les Français, c'est ce besoin de principe monarchique, qui n'est pas forcément qui peut être républicain. Hein, c'est ce que fait De Gaulle, c'est ce qu'incarne De Gaulle, c'est ce qu'a incarné De Gaulle, la Ve République, et de protection du peuple, sans que ça, contre des masses, contre des oligarques, une oligarchie, c'est un mot qui est à la mode en ce moment, qui pourrait être prédatrice. Donc c'est exactement le saint-simonisme, hein, c'est la pauvreté cessera d'être séditieuse lorsque l'opulence cessera d'être oppressive. Et il faut un chef d'État qui puisse permettre ça. Les rois de France ont permis. La République avait du temps à s'adapter. La Troisième République a laissé vraiment s'envoler, abîmer beaucoup d'acquis sociaux, etc. Mais elle l'a rattrapé grâce à De Gaulle et grâce au CNR. Donc on arrive dans une période d'ultra-violence de l'histoire de France du fait de la décapitation du roi Louis XVI. Mais je pense que cette transition du fait du changement de d'une légitimité sacrée à une légitimité populaire et du changement d'une société de caste à une société de classe aurait pu se faire plus doucement par une monarchie constitutionnelle. L'histoire en a voulu autrement, mais de toutes les façons, le changement était absolument inévitable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de votre explication, vous avez mentionné effectivement la reine Marie-Antoinette qui a subi malheureusement le même sort que le roi Louis XVI en octobre 1796. Monseigneur, Feu Isabelle d'Orléans-Bragance, comtesse de Paris, votre grand-mère avait consacré un livre justement à l'épouse de Louis XVI, Marie-Antoinette. Alors, elle était malheureusement surnommée l'Autrichienne par les révolutionnaires en raison de son origine. D'après vous, est-ce que vous pensez que la reine de France porte-t-elle quelque part une lourde responsabilité dans les événements qui ont précédé la chute de la monarchie? Non, ça a été un canalisateur. Ça a été un canalisateur. On peut pas, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher dans la chute de la monarchie. Moi, je vois des choses qui sont des éléments qui sont beaucoup plus antérieurs à ça. Déjà du règne de Louis XVI. On parlait d'un peu peut-être de quelques erreurs qui ont été commises. Je pense que l'un des éléments, c'est que Louis XVI n'a fait qu'un déplacement à l'extérieur, je crois en Normandie, à l'occasion sur l'ensemble de son règne, ce qui est largement insuffisant. Je pense que le roi doit être vu, doit être touché, et donc il s'est un peu coupé de sa base. Mais si on va un peu plus loin, on peut remonter par exemple peut-être aussi à un des éléments de la monarchie bourbonienne. Vous parliez tout à l'heure d'absolu. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Marie Constant et qui analyse les régimes, les systèmes monarchiques à différentes époques en fonction de cette opposition monarchie absolue, monarchie relative. Ça existait déjà, par exemple, sous Louis XIII, entre je dirais les tensions qu'il y avait entre Louis XIII et Gaston d'Orléans, l'un plutôt favorable à la monarchie absolue, l'autre plutôt favorable à la monarchie relative. Donc il y a eu peut-être une centralisation et une volonté de rendre la monarchie encore plus absolue qu'elle ne l'était. Et l'apogée de ça, c'est le règne de Louis XIV, peut-être avec quelques erreurs, notamment le fait que la cour que les grands aient été ramenés à Versailles pour en faire une cour plutôt que d'être les relais du roi dans les provinces. Ça c'est peut-être là et après il y a une pente avec certains combats que Louis XV n'a pas pu non plus mener jusqu'à terme, et notamment les réformes fiscales. Donc, le roi Louis XVI arrive, finalement, il y a déjà un mouvement qui va dans cette pente descendante. Et donc, c'est très difficile de rectifier et de se dire, ça s'arrête maintenant. Quand on glisse, il y a des moments où on arrive, on s'aperçoit qu'on a commencé à glisser et puis on a du mal à se retenir et
Donc il y a des éléments qui arrivent avant et on peut pas. Voilà, la reine a peut-être fait aussi quelques erreurs, mais il faut aussi comprendre que la cour à Vienne et la cour à Paris, ce sont deux choses, mais à l'opposé. Il y avait un côté euh, campagnard direct à la cour autrichienne où elle pouvait traverser les différentes pièces, les différents services de sécurité pour aller voir sa mère et son père. À Versailles, tout est cadré, et donc on est un peu dans un carcan. Et donc, elle a voulu faire voler avec trop d'éclat ce carcan qui la retenait prisonnière en allant, en allant au hameau de la Reine, etc. Donc, il y a des éléments peut-être comme ça de perception particulière des choses qui ont peut-être jeté un peu ou amplifié certains éléments, mais je pense qu'au-delà de ça, on peut pas lui reprocher des choses qui ont été déterminantes dans l'arrivée de la Révolution et dans ce qui s'est passé. Eh bien, chaque année, les royalistes, justement, commémorent le souvenir de Louis XVI, à travers lui également ceux des Vendéens et des Chouans qui sont morts au nom de la monarchie. Monseigneur, la question s'adresse encore une fois à vous. En quoi cela est-il important pour vous d'abord, de participer à cet événement, et ensuite, est-ce que vous pensez qu'il est légitime que Louis XVI obtienne enfin la juste réhabilitation qu'il mérite? Alors, je vais prendre la réponse, je vais faire la réponse inverse dans l'ordre que vous me l'avez posé. Je pense qu'il est tout à fait légitime de redonner à ce roi sa place particulière. À la fois politique, notamment sur le rôle social de son règne, sur un certain nombre de choses, sur le fait en fait qu'il a été plus la victime de la Révolution plutôt victime de la situation plutôt que celui qui a causé la Révolution. Et puis quand même, je pense qu'il faut aller au-delà, la question de la cause du roi, la cause ecclésiale du roi, par rapport à la façon dont il a défendu la foi jusqu'à son terme, et un des éléments sur lesquels il a été condamné. Et je sais que les chefs de la Maison de France et je sais par exemple que mon grand-père avait monté un dossier particulier sur cet élément-là des choses, avec lequel il s'était entretenu, sur lequel, pardon, il s'était entretenu avec Monseigneur Lustiger. Et évidemment, l'Église est très prudente avant de s'engager sur cette voie-là. Et je me dis que ça aurait été peut-être plus facile il y a quelques années que maintenant, mais voilà, on sait jamais. Peut-être que c'est quelque chose qui va se modifier et permettre à ce que ce roi soit élevé à la cause des bienheureux ou des saints par l'action propre qu'il a menée, notamment au temple et les derniers jours. Et donc, en raison de ces deux éléments-là, il est important de pouvoir se rappeler de cette mort symbolique du roi. D'abord parce que c'est quelque part la fin de cette volonté, de ce pacte qui a été millénaire entre les rois et les Français, et qui a quand même apporté à la France énormément de belles et bonnes choses. Et donc, qu'on puisse se rappeler que c'était quelque chose de beau et de bien, et que c'est quelque chose peut-être qui peut être envisagé pour un avenir meilleur et je dirais et un destin que notre pays pourrait retrouver grâce à ce système politique.
Prince Murat, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au propos du prince Jean concernant cette réhabilitation de Louis XVI, vous qui avez dernièrement pris position en sa faveur lors d'un entretien que vous avez réalisé également? Alors, Louis XVI, évidemment, sur plein d'aspects, tout ce qui est légende noire, vous savez, les régimes vainqueurs fabriquent toujours de très belles légendes noires. C'est la légende noire de Napoléon III, la légende noire de Napoléon, la légende noire de Louis XVI. La légende noire de Louis XVI, c'est que c'est un gros bonnet un peu idiot, très faible. C'est évidemment complètement faux. C'était un homme d'une grande culture, d'une intelligence saluée par tout son entourage. C'est un géant, je crois qu'il faisait 1m91, 92. Oui, mais plus. 87, oui. Non, sur toutes les gravures, on le voit à la même taille que tout le monde, c'est pas vrai, il était beaucoup plus grand. C'est de la propagande anti, mais c'est normal, hein, c'est dans un changement de régime, on se légitime et on se défend en caricaturant, en humiliant le prédécesseur. Sur le fait que Louis XVI soit la cause de la Révolution, je suis entièrement d'accord avec le comte de Paris, absolument pas. Il n'est pas la cause de la Révolution. En revanche, il n'a pas du tout senti, ou alors s'il l'a senti, il n'a pas su accompagner ce mouvement tellurique de fond, de besoin de changement. Si vous voulez un comparatif qui est certainement hasardeux, mais un comparatif, par exemple, De Gaulle ne sent pas arriver mai 68. Et il y a un mouvement de fond qui est global. Il y a un appétit à un changement pour arriver vers une monarchie constitutionnelle basée sur une légitimité qui ne soit plus la légitimité divine, mais une légitimité populaire par le vote, par la représentation, une méritocratie, etc., qui aurait pu se concrétiser dans une monarchie constitutionnelle parlementaire, qui se concrétisa dans une république. Et là, moi, pour le coup, je pense que la République est le bon système aujourd'hui pour la France. C'est là où j'aurais un avis divergent du comte de Paris. Je pense que c'est le bon système dans la mesure où, à la tête de cette République est une démocratie, il y a des démocrates et qu'ils respectent ses institutions. Parce qu'une démocratie sans démocrate, ça sert à rien. Que cette République était prévue pour avoir un président qui règne, le terme régner, clair, qui règne 7 ans, donc qui est une profondeur, qui puisse être réélu, 14 ans, mais qui légitime sa position par l'appel au référendum régulier, comme l'avait fait De Gaulle. Donc, et là, il relégitime par le vote populaire sa position et sa capacité de participer à cette incroyable mission qui devrait vous nimber d'humilité et de peur, qui est celle de diriger la France. Aujourd'hui, on a l'impression que ça crée des espèces d'histrions qui jouissent d'eux-mêmes et de leur pouvoir et qui oublient complètement le principe même de ce qu'est la monarchie républicaine. Donc moi, je suis pour une république à principe monarchique, c'est-à-dire la Ve République chimiquement pure, tel que voulu par De Gaulle et Debré et tout son entourage. Mais pour ça réclame, mais c'est pareil dans une monarchie, ça réclame un monarque, qu'il soit présidentiel et républicain ou qu'il soit d'une dynastie, qui soit comme très 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 costaud et avec une capacité, un sens du sacrifice qu'avait Louis XVI. Louis XVI s'est sacrifié pour son peuple, mais il a raté tout un pan, c'est qu'il n'a pas compris que le peuple, en tous les cas, une large partie de la population, cette bourgeoisie qui devenait de plus en plus vaste, c'était des gens très éduqués, attendaient un accès et une possibilité de libérer leurs énergies à cette attente à laquelle il n'a pas su répondre assez vite. Et d'autres moins bien intentionnés ont répondu à sa place et de façon extrêmement brutale. Mais moi, je reste persuadé que le modèle républicain monarchique, au sens gaulo-bonapartiste du terme, est le bon modèle pour la France. Mais Louis-Philippe n'était pas passé loin. Louis-Philippe était roi des Français. Il était plus roi de France. C'était la bonne direction. Bien que quand on regardait certains monarques du Moyen Âge, ils étaient dans la publication, enfin dans l'impression des monnaies, ils étaient toujours Francorum Rex, oui. Donc roi des Français. Roi des Français. Eh bien, en dépit de vos divergences, permettez-moi quand même de juste d'ajouter qu'à la copie que nous avons à l'heure actuelle à l'Élysée, j'aurais tendance à préférer nettement l'original, à savoir la monarchie par essence, qui n'est pas du tout antinomique avec la République, puisque n'oublions pas que la monarchie, c'est aussi la Respublica en soi. Et de cette Respublica, nous avons donc ce chapitre terrible qui est la Révolution française, une histoire qui continue toujours de nous diviser. Monseigneur, en tant qu'héritier direct au trône de France, eh bien, j'aurais aimé, pour terminer, savoir quel était votre point de vue sur ce chapitre un petit peu tragique de notre histoire. Alors, on passe d'un système collectif. De mon point de vue, si j'analyse la Révolution française en profondeur,
d'un point de vue philosophique, on passe vraiment d'un système collectif à un système individuel, avec une promesse de liberté. Mais finalement, quand on regarde le modèle qui a été développé et la façon dont il a abouti aujourd'hui, finalement, on a avec comment dire, l'épisode du Covid, et puis ça va être la même chose avec l'épisode des Jeux Olympiques, on n'a jamais été autant restreint dans nos libertés publiques et dans nos libertés individuelles. Et on n'a jamais été aussi laissé par nos gouvernements, qu'ils soient nationaux ou supranationaux. On a une Europe qui ne nous défend plus. On a voilà, des politiques qui ont du mal à nous défendre, à défendre nos intérêts. On a vu il y a quelques années les gilets jaunes. Là, on voit depuis quelques jours les agriculteurs. On est loin voilà, de la panacée ou de cet esprit de nouvelle liberté qui était manifesté par cette révolution. Mais d'un autre côté, voilà, comme je disais, du passage d'un idéal collectif à un idéal individuel, ça peut pas aller autrement, quoi. Il faut retrouver, hein, c'est comme on peut prendre en exemple le modèle de nos équipes de France de football ou de rugby ou voilà, il peut y avoir de merveilleuses individualités, mais quand le collectif ne fonctionne pas, ben, on n'arrive pas au bout. Et donc, en tant qu'héritier de la Maison Murat, quel est votre point de vue sur la Révolution française, ce chapitre de l'histoire qui, on le voit, continue de nous diviser? À mon avis, si vous voulez, dans l'histoire de France et dans l'histoire des idées, mais même dans l'histoire de toute l'Europe et dans l'histoire des idées au niveau européen, il y a deux moments, enfin, il y a deux phases qui ont façonné et l'Europe et la France. Vous avez le catholicisme et la Révolution française. C'est vraiment deux moments et deux phases qui ont complètement façonné la France et l'Europe. Et je pense qu'effectivement, on passe d'une société de caste à une société de classe au moment de la Révolution française. Je pense qu'il y a un appétit pour plus de méritocratie. Je pense qu'il y a un appétit pour plus d'égalité. Il y a un appétit et que ça va se déployer de façon très brutale. Ça aurait pu se déployer de façon moins brutale, mais on est un peuple un peu, comme dirait notre président des Gaulois, chamailleur, c'est ça. Et donc voilà, donc ce changement de légitimité qui me semblait, enfin, c'est un bouleversement qui est mondial, hein, le changement de légitimité, une légitimité divine à une légitimité populaire, à une souveraineté populaire est absolument mondiale. Aujourd'hui, l'ancien comte de Paris parlait de l'Europe. Je pense qu'il y a un point sur lequel il y a une convergence entre gaulo-bonapartistes et monarchistes, c'est la souveraineté. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout en tous les cas, on a une dilution de souveraineté qui est majeure. Ça pose un problème gigantesque. Et vous avez des monarchies constitutionnelles en Europe qui n'ont plus de souveraineté. Je ne crois pas que la Norvège soit tellement plus souveraine que nous. Je ne crois pas que alors bon, l'Angleterre a récupéré, a fait le Brexit, mais l'Espagne, l'Europe leur facilite quand même pas beaucoup la vie. Donc là, je crois pas, il y a pas de vraie panacée. Il y a une phrase qui est intéressante, j'ai pas envie de conclure sur Robespierre, mais finalement, il a dit un truc qui était intéressant. Qu'est-ce que c'est que la vertu au sens de Robespierre? Cette vertu au nom de laquelle il a massacré tant de personnes. La vertu, c'est justement ce que disait le comte de Paris, c'est ses intérêts. Comment est-ce que mon intérêt particulier, ma vertu, c'est que l'intérêt général doit primer sur mes intérêts particuliers. C'est ça la vertu au sens républicain. C'est l'exacte définition de la vertu. Donc c'est mon intérêt particulier me poussera à tout faire pour moi, mais je vis en collectivité. Donc l'intérêt général doit dépasser mon intérêt particulier. C'est ça la vertu. Cette vertu existait. Alors elle est dénommée vertu par les révolutionnaires, par Robespierre. Elle existait évidemment du temps de la monarchie. Une république qui n'a pas cette vertu-là, qui n'insuffle pas cette vertu-là dans sa population, tout régime qui n'insuffle pas cette vertu-là dans sa population, c'est-à-dire qu'il va inciter à sa population et à ses gouvernements, à ses gouvernants, à ses dirigeants, le fait que leur intérêt particulier doit de temps en temps
se soumettre à l'intérêt général, est un régime qui meurt. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on est dans un régime qui aurait intérêt un petit peu à se réveiller sur ce plan-là, parce que ça marche plus. Pour rebondir sur ce que disait le prince Murat, je crois que c'est Aïsius avait une formule. Alors je me souviens jamais du troisième terme, mais je crois que c'était virtus, police, et puis il y avait un troisième terme latin. Mais c'est vrai que la problématique de la vertu, elle est essentielle. Elle est essentielle. Elle met en avant le bien commun par rapport au bien propre, l'intérêt général par rapport à l'intérêt propre. Et je pense qu'on en aurait beaucoup, voilà, on en aurait très besoin aujourd'hui pour dépasser en fait cette vision très centralisée sur soi de ces politiques qui finalement qui arrivent aux fonctions régaliennes, voilà, sans se dire que il y a un service à rendre. Alors ils sont pas tous comme ça, heureusement qu'il y en a quelques-uns encore qui voilà qui peut-être aussi entraînent les autres dans cette direction-là, mais ce n'est pas voilà, ça n'est pas la grande majorité et la grande voilà, ce n'est pas la tendance générale aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, on devrait retrouver ça et ça nous ferait beaucoup de bien. Ouais, et puis rappelons-nous que Sa Majesté le roi Louis XVI n'a peut-être pas bien senti le mouvement populaire, le mouvement de fond. Il y a manifestement un mouvement de fond depuis une vingtaine d'années en France. Je suis pas certain que les autorités et le pouvoir en place le sentent bien aussi et l'accompagnent bien. Et quand on voit ce que ça a donné lorsque Louis XVI n'a pas su l'accompagner, eh bien, il restera aux Français de déterminer si le prochain régime sera enfin une monarchie capétienne ou alors un empire, qui sait, on ne sait pas ce que les Français... Voilà, éventuellement une sixième république. En tout cas, je vous remercie, Vos Altesses, de nous avoir reçus avec Enzo sur la chaîne Anecdote Royale pour cet entretien. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci de nous avoir permis, voilà, de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver. Ça faisait quelque temps qu'on s'était pas vu. Et grâce à vous, on a pu faire cet entretien croisé. Et d'ailleurs, je crois qu'on se retrouve demain pour la messe à Saint-Germain-l'Auxerrois en faveur, dite pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Alors, j'aurais plus qu'un seul mot. À vous les studios. Voilà, l'interview touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie Monseigneur le Prince Jean d'Orléans et le Prince Joachim Murat pour avoir consacré du temps à cette interview. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, YouTube et Instagram. Je vous mets nos réseaux à l'écran, ceux des deux princes également, et je vous rappelle qu'ils sont aussi disponibles dans la description. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews. C'était Anecdote Royale et Frédéric de Natal.